Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 30. Ce sera le dernier exercice concernant la géométrie moléculaire et c'est un niveau de difficulté maximum ici parce qu'il y a notamment une molécule ici qui est particulièrement complexe et j'aimerais insister sur des détails que j'ai pas forcément pointés très fortement et auxquels je vais justement maintenant insister un peu plus fortement. Vous vous rappelez que j'avais donné ces explications concernant la polarité des liaisons et des molécules, où on avait dit qu'une différence d'électronégativité inférieure à 0,4 consistait à des molécules non polaires, et entre 0,4 et 1,7 on avait des liaisons covalentes polaires, et au-delà on avait des liaisons ioniques. En fait, ceci est relativement vrai si on considère des molécules, on va dire, individuelles. En fait, cette règle ici, j'ai entouré la règle des 0,4 unités, c'est-à-dire inférieure ou supérieure d'électronégativité est une bonne approximation pour des liaisons individuelles. Par liaison individuelle, on veut par exemple dire, si on considère des molécules de type... je vais prendre une autre couleur. Pour des molécules de type HCl, ce sont des liaisons individuelles. Par contre, dès qu'on a trois atomes et qu'on obtient des molécules, là on obtient des géométries de type linéaire, coudée, pyramidale ou peu importe, alors là il faut tenir compte de l'ensemble de la molécule. Et comme il est écrit plus tard, mais elle ne s'applique pas directement à l'ensemble de la molécule. Ce qui détermine la polarité globale d'une molécule est l'addition vectorielle des moments dipolaires des liaisons et la géométrie moléculaire. Par exemple, si on avait un élément A entouré de 4 éléments B, où les 4 éléments B sont systématiquement identiques, en fait la somme des vecteurs comme ceci, qui pointent tous dans la même direction, et étant donné que les atomes sont dans le même plan, tous les plans vectoriels vont s'annuler en fait. Et c'est pour ça qu'ici par exemple on a une molécule qui serait théoriquement non polaire malgré une différence d'électronégativité supérieure à 0,4. Du coup, ce sur quoi je vais insister, c'est que la règle des 0,4 unités est une bonne approximation pour des molécules individuelles, pour des liaisons individuelles, mais dès qu'on part sur des molécules plus complexes avec 3 atomes, là il faut tenir compte de la géométrie de la molécule pour déterminer si la molécule est polaire ou non polaire, et ce malgré la présence ou non de grandes différences d'électronégativité. Bien, cette fois-ci, on va démarrer cet exercice. Je ne vais pas lire l'énoncé avec vous, vous comprenez ce qu'il faut faire ici, j'imagine. Ici, j'avais dit qu'on avait un niveau de difficulté maximum de 3 étoiles pour des exercices fondamentaux, et ceci en raison de la molécule d'ozone, O3. Vous allez voir, c'est un cas très particulier. Du coup, si on regarde l'ozone, O3, sa structure moléculaire est en fait la suivante. Ça, je vais faire un petit peu mieux. Je vais un petit peu mieux dessiner cette double liaison. Du coup, on aura une double liaison comme ceci. Très bien. En fait, ici, au premier abord, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Si on a 3 atomes d'oxygène, théoriquement, l'électronégativité de l'atome d'oxygène est de 3,44 et on n'a que des atomes d'oxygène. Du coup, la différence d'électronégativité qu'on va noter delta En est en fait nulle. On pourrait se dire du coup, ouais, la molécule est forcément non polaire vu qu'on a une différence d'électronégativité qui est nulle entre tous les atomes. Mais ceci est faux, et ça pour plusieurs raisons, parce que cette molécule est polaire, et je vais expliquer pourquoi cette molécule est polaire. Et ça, j'ai listé les raisons ici. La première, c'est en fait la structure et la géométrie de la molécule. O3 a une géométrie coudée en raison des paires libres. Comme j'avais expliqué précédemment, en fait, ici, on a une paire libre ici, et en fait, cette paire libre va en fait provoquer cette géométrie coudée de la molécule. Et cela crée une disposition asymétrique de charge. Et maintenant, on pourrait se dire, mais d'où vient cette asymétrie de charge, étant donné qu'on a la même électronégativité pour chaque atome? En fait,
Même si les liaisons OO n'ont pas de différence d'électronégativité, on a des électrons délocalisés, et ceci en raison de la résonance. Et ça induit une densité électronique plus élevée sur certains atomes et un déséquilibre de charge. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une structure de résonance, c'est simplement le fait de pouvoir délocaliser des électrons au sein de la molécule. Par exemple ici, on voit qu'on a une densité électronique de charge un peu plus élevée ici on en a moins, mais en fait on peut modifier cette densité de charge, c'est-à-dire comme ceci. Je vais changer de couleur pour pas qu'on confonde. Je vais mettre ici en rouge. Tac. Et du coup, on obtient ceci. Et du coup, ça va donner en fait ceci. La charge va être délocalisée sur d'autres atomes d'oxygène. Et ici, on va conserver la charge positive. Et en fait, c'est ça une structure de résonance. Et comme expliqué en fait ci-dessous, même s'il n'y a pas de différence d'électronégativité, le fait qu'on délocalise, en fait, ça induit une densité électronique plus élevée sur certains atomes. Et en effet, ici, on a une densité électronique plus élevée ici, et ici, on a une densité électronique plus élevée ici, et en fait, on est loin d'une répartition d'électrons égale avec tous les atomes. Certains atomes sont beaucoup plus chargés négativement que d'autres, et on n'a absolument pas une répartition égalitaire des charges. Et enfin, en raison de sa géométrie coudée, ça je l'ai déjà dit, les dipôles des liaisons ne s'annulent pas. En effet, si on avait une liaison linéaire, ça aurait pu s'annuler vectoriellement, mais ici, le fait qu'on a une géométrie coudée, en fait, d'un point de vue vectoriel, au niveau des plans, si on veut, on a un plan de symétrie à ce niveau-là, en fait, au niveau vectoriel, ça ne pointe pas forcément, en fait, dans la même direction, et ici on a un doublet non-liant qui ne s'annule pas. Il faudrait théoriquement qu'on ait un doublet non-liant plus bas également. Ce déséquilibre génère un moment dipolaire global rendant la molécule polaire. Du coup voilà, c'était ce qu'il fallait retenir pour la molécule d'O3, c'est vraiment un cas un peu particulier, malgré qu'on n'a pas de différence d'électronégativité flagrante entre chaque atome. En fait, la géométrie et la répartition de charges inégales créent un moment dipolaire dans la molécule. Et du coup, on a une molécule qui est polaire. Du coup, ici, on aura une géométrie qui sera coudée et on aura une molécule polaire. C'est vraiment des notions extrêmement importantes. En fait, pour chaque molécule, il faut vraiment regarder au cas par cas. Il y a des tendances générales, mais dans tous les cas, il faut toujours dessiner la structure et réfléchir en termes de géométrie, de vecteurs et de répartition de charges. Du coup, c'est tout plein de critères qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour ça que l'exercice et la pratique, c'est le meilleur moyen d'apprendre, plutôt que de vous expliquer des notions théoriques. Si j'avais simplement expliqué des notions théoriques sans vous donner d'exercice, je suis sûr et certain qu'à un examen, un concours ou peu importe, vous auriez pu faire l'erreur. Mais là, ça vous amène à réfléchir, d'où l'intérêt de faire des exercices. Du coup, on va passer à une autre molécule. On va passer à SiH4 qu'on va faire rapidement. Ceci, c'est la structure. C'est une structure tétraédrique. On comprend bien, on a un carré. Du coup, tétraédrique. En ce qui concerne la polarité, si on regarde la différence d'électronégativité entre le soufre et l'hydrogène, on a une différence d'électronégativité qui est de 0,38, mais avant de regarder la différence d'électronégativité, on regarde tout d'abord la géométrie. On a une géométrie tétraédrique avec 4 atomes de part et d'autre qui pointent dans la même direction. Du coup, d'un point de vue vectoriel, en fait, tous les moments dipolaires vont en fait s'annuler et sera nul. Du coup, on a une molécule qui est non polaire. En ce qui concerne maintenant, je commence à manquer d'espace, mais on va quand même essayer. CHCl3. Du coup, ici on a
CCL. Vous commencez à devenir familier avec des représentations moléculaires. Et on a ceci. Du coup, par exemple, ici on a, je vais faire en vert, on a un vecteur d'une certaine taille, un vecteur qui a la même taille, un vecteur qui a la même taille, mais ici on a un autre atome, du coup on a un vecteur, on va dire, qui a une taille qui est, on va dire, différente. On va dire, par exemple, on va dire plus petit. En fait, ces deux vecteurs vont s'annuler, mais celui-ci avec celui-ci ne s'annulera pas. Et en fait, ça, malgré qu'on a une structure tétraédrique, du fait qu'on ait un atome différent ici, en fait, les vecteurs ne s'annuleront pas totalement, et du coup, on aura une asymétrie électronique, si on veut, et du coup, la molécule sera polaire, d'autant plus que la liaison carbone-chlore a une différence d'électronégativité de 0,61, qui est non négligeable. Du coup, ici, on aura une forme tétraédrique. Ça ne change pas. Et ici, on aura une molécule qui est polaire. Et enfin, on va terminer avec COCl2 que je vais écrire ici. Du coup, sa structure moléculaire, si je ne me trompe pas, c'est ceci. Parfait. Ici, on aura comme géométrie une géométrie trigonale, plane, et ça se voit. Trigonale, plane, ou bien triangulaire, c'est pareil. Et en ce qui concerne la polarité de la molécule, ici on a clairement une différence d'électronégativité. Ici on a un vecteur qui pointe comme ça, un vecteur qui pointe comme ça, et un autre vecteur en fait. Enfin, si on veut être exact, je devrais pointer, je vais faire plus proprement, excusez-moi. Je vais pointer comme ceci, je vais pointer comme ceci, et ici, je vais pointer comme ceci. Non seulement les vecteurs ne pointent pas tous dans la même direction, mais en plus ici on a un atome différent, du coup on aura un vecteur de taille différente. Du coup, cette molécule sera polaire forcément, vu que les vecteurs ne s'annulent pas et qu'on a des différences d'électronégativité significatives. Du coup, ici on aura une molécule polaire. Du coup voilà, ça met fin à cet exercice numéro 30 qui était d'un niveau de difficulté de 3 étoiles. Du coup, on a fait 6 exercices de représentation moléculaire. J'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux les représentations, mais c'est toujours la même histoire. C'est une histoire de pratique, de pratique et de pratique. Du coup, n'hésitez pas à pratiquer. Si vous avez des questions ou si vous avez des molécules que vous voulez que je fasse en particulier, dites-moi dans le commentaire, abonnez-vous, faites partager ces vidéos à vos amis s'ils ont des difficultés. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!